Les cuento. Este trabajo nace, bueno, de hecho fue realizado en dos partes. La primera estuvo a cargo sobre todo de mi colega, la señorita, pero profesora ya, Samantha Luis Castillo Cardona. Ella es una recién egresada de nuestra universidad y empezó a buscar trabajo, evidentemente, encontró un poquito por aquí, un poquito por allá. Algo que le llamó la atención en este inicio de de búsqueda de trabajo fue que en algunas instituciones le pedían que todo fuera en francés y en otras instituciones la dejaban hablar en español. Todo depende realmente, o sea, con los niños de primaria evidentemente uno tiene que echar mano de la lengua materna porque si no todo el mundo está frito. Pero de repente en las preparatorias en las que ya se está integrando mucho el francés y en secundarias le pedían que hablara solo en francés. Resultado, como son escuelas particulares, pues los papás se quejaban y decían que los niños no entendían nada y que la maestra era una maleta. Ahora, ¿cuál es el problema? Regularmente los administrativos pues, son los dueños del colegio o el hermano o el primo del dueño del colegio y entonces no tienen realmente una formación que les permita tomar decisiones de ese tipo. Entonces, esta niña empezó a investigar sobre la alternancia códica, entonces el code switching, ¿no? El cambio del inglés del francés al español, español francés. Bueno. En la primera parte del trabajo, les digo, ella aplicó unos cuestionarios, que ahorita vamos a hablar un poco de esto, a los estudiantes que se quedaron en la escuela. Nosotros formamos profesores de francés, entonces quería saber cuál era la perspectiva de los estudiantes y cuál era la perspectiva de los profesores ya en ejercicio. Y después lo que hicimos fue transcripciones, y en esas transcripciones identificamos en qué momentos se da el code switching para tratar de hacer un inventario de los momentos que empujan a este cambio de lengua, ¿no? Ok, entonces bueno, es un poco el plan que habíamos previsto. Les acabo de hablar un poco de la justificación, está un poco más acá. La contrainte de l'utilisation de la langue maternelle au sein de la salle de clase, les decía que es sobre todo en las escuelas privadas, en las que empezó esta chiquilla, y ella se enfoca en el nivel debutante e intermedio. Los objetivos eran primero identificar, les decía, cuál era la representación mental de los estudiantes y de los profesores en nivel debutante e intermedio, porque ya en los niveles avanzados evidentemente ya no se hace code switching con tanta naturalidad. Cuáles eran las funciones de la alternancia códica en el interior de la clase y después revalorizar, que es lo que ella está haciendo ahorita. La verdad es que, o sea, parece muy modesto su impulso a esta explicación de la aceptación del code switching, pero lo que ella ha hecho es poner sus resultados en FES. Entonces ella trata de convencer a los administrativos de que no tiene que satanizarse esta cuestión de la lengua materna, porque finalmente tiene sus ventajas. Pusimos aquí algunas definiciones. La alternance codique y compris le mélange. Ella hace la diferencia, porque sí es cierto que a veces no es realmente una alternancia códica, sino es una mezcla de todo y al final da algo que no es digerible, pero pues no sé, hay que hacer la diferencia, ¿no?, entre lo que es la alternance códica y el mélange de la langue. Después, que es inevitable realmente en los niveles debutantes intermedios, se perdona un poco, pero que sí es inevitable. Estamos de acuerdo en que estamos trabajando en una situación exolingüe y esto hace que se pueda recurrir a la lengua materna, no es como la lengua segunda que se da en medios endolingües, en los que se necesita hablar forzosamente porque los grupos están hechos de vietnamitas, coreanos, italianos, alemanes. Entonces digamos que las condiciones de nuestro medio, nuestro contexto de enseñanza, pues sí lo permiten. Sí encontramos mucha gente que está a favor de la alternancia códica, pero no encontramos realmente una clasificación como tal. Ahmad y Yusuf nos dicen que la alternancia códica sirve sobre todo para explicar nuevo vocabulario, gramática, nuevos conceptos y sobre todo hacer estudiantes relajados, lo cual es bien importante para el aprendizaje.
¿cómo dices? Alumnos aprendientes relajados que puedan mejorar la adquisición en el aprendizaje. Ahora, lo que hizo esta niña en un primer momento, les decía, fue aplicar un cuestionario a alumnos que tenían de 0 a 320, 500 horas de francés. Estamos hablando de los semestres, porque muchos de ellos eran redoblantes. Entonces, no porque tengan 500 horas ya eran súper expertos, más bien se habían quedado atorados y habían tenido que repetir algunas cosas, ¿sale? Elaboró un cuestionario sobre las bases de Origo y Díaz y después hicieron grabaciones y transcripciones. Y después aplicamos un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo. Ahora, los profesores que entrevistó son de los 19 que forman nuestra academia, fueron 15 nada más los que se prestaron a responder el cuestionario. Ellos dicen que el 11% dice que todo el tiempo, en nivel debutante, y el 45% dijo que frecuentemente, pero en los dos casos que era más del 50% de la clase a nivel debutante que se daba en español, y en nivel intermedio que la utilización era más bien ocasional. Ellos dicen, los profesores afirman que realmente hay una facilitación de la enseñanza-aprendizaje del francés y que es útil, o sea, para la enseñanza es útil y para el aprendizaje también, es el 45% de nuestros profesores. Después, ¿cuándo lo utilizan? Bueno, sobre todo para explicar nuevos temas, en eso coincidían con Ahmed Yusuf, y en la resolución de problemas de gestión de curso. Es cierto que esta parte no la reconocen los autores que consultamos, pero hay muchos paréntesis en el desarrollo de las clases. Entonces, por ejemplo, de repente que, bueno, les decimos en español que el examen va a ser la próxima semana, se les recuerda que vayan a evaluar a sus tutores, que, o sea, muchas cosas que están alrededor, pero que no tienen que ver realmente con el contenido de la clase. Pero también cuando son nuevos temas o cuando son palabras que no son transparentes, por ejemplo, también se recurre a la lengua materna. Hay un anclaje constante de la lengua francesa con la lengua materna. Nosotros tuvimos una renovación del plan de estudios en 2009 y cometimos el error de quitar, por ejemplo, morfosintaxis en español. Eso hace que los alumnos ya no tengan un anclaje para aprender la lengua francesa, porque sí es necesario que a partir de tu lengua materna pues hagas tus reflexiones en la lengua extranjera. Bueno, pues dijimos, no, ¿para qué les sirve, hombre? Si quieren enseñar español para extranjeros, porque es una de las terminales que tenemos, pues ya aprenderán gramática. Pero los opcionales, esta oportunidad del diplomado se da después de quinto semestre, y morfosintaxis en francés se les da en tercero. Entonces es una masacre terrible. O sea, lo que están haciendo algunos profesores es dar morfosintaxis en español para que entiendan después las lenguas metas siguientes. Entonces realmente es una pérdida que se está teniendo solamente porque no hay estos anclajes que son necesarios en la construcción de la nueva lengua. Como también tenemos la terminal de traducción, también los profesores tienden a hacer prácticas en la traducción. Entonces uno puede dar una frase y a ver, traducción, y ya los alumnos avanzan, ¿no? Hipótesis. Y la reacción, digamos, que se tiene a los inputs en español es que los alumnos, bueno, hay de todas las cosas en esta viña del Señor, afortunadamente, y algunos piden que se les hable en francés. Hay otros, el 33%, o sea, hay alumnos, no es cierto, sabes, los profesores escuchan una pregunta en español y piden que la reformulen en francés, pero también reconocieron los profesores que como es el sapo es la pedrada. Entonces, si el alumno realmente tiene problemas, para no desanimarlo, lo deja que haga la pregunta en español, a veces se reformula en francés y a veces les dicen no, en francés, y los alumnos tienen que estar así como consiguiendo. Pero es cierto que se necesitan crear ambientes relajados, porque estos problemas que ha tenido Samantha en las escuelas donde ya se instaló en otra, en primaria ya hace su switching cada vez que quiere,
pero se buscan muchos problemas con los padres de familia cuando los alumnos se sienten tensos en las clases. Bueno. Después, ¿cuál es la representación mental de los estudiantes? El 37% de los encuestados consideran que la lengua materna, se utiliza a veces. O sea, aquí nos pareció interesante porque mientras los profesores reconocen que sí la usan, los alumnos curiosamente piensan que todo es en francés, fíjense. O sea, que hay poca intervención, 37% reconoció, que es un porcentaje menor del que presentaron en sus respuestas los profesores. Sí saben que es constante en los primeros semestres, pero les parece satisfactorio que se utilice la lengua materna en las clases. Ahora, ¿cuál es la reacción? Que está confundido con la otra diapositiva. ¿Cuál es la reacción de los estudiantes? Algunos piden que se hable francés porque es el único espacio que se tiene para practicar la lengua. Pero algunos dicen que utilizar el español obviamente ayuda al aprendizaje, entonces que no debería ya ser tan condenado. A ver, me voy a esta parte. Acá está. Bueno, ¿cuáles fueron los momentos que nosotros encontramos en los que se hace la alternancia códica? Bueno, coincidieron nuestros resultados con los autores que habíamos consultado. Hay una metalingüística lexical, cuando un alumno no conoce el término y entonces lo pide y se pasa en español. Hay una metalingüística normativa en la que se dan las reglas, por ejemplo, el 14 verbo del auxiliar être en francés, o cuando se dan instrucciones. Se pide que sea claro, ¿no? O sea, si se da una instrucción, aquí tenía yo la 3, es interesante. El profesor dice rapidement, s'il vous plaît, 1, 2, 3, 4, il y a une pause de 23 secondes. Ok, alors on va faire rapidement et il y a une pause de 20 secondes. Vous partagez à propos du cours les différents points de vue. Voilà, par rapport à la mode actuelle et à la fin, faut-il la suivre? Oui, non, pourquoi? Ok, d'accord. Luego hay una pausa de 15 segundos y el profesor desesperado dice aporten, por favor, ideas sobre lo que es la moda, por qué es necesaria, si es necesario o no. Si de repente hay que, para las órdenes, las instrucciones se usan. Después la gestión de clase, que es lo que les decía, se organizan eventos, hay comentarios administrativos. La disciplina, curiosamente, también se da obviamente hay los de taisez-vous, s'il vous plaît, dépêchez-vous, pero cuando ya hay cosas como que un poquito más que salen de la norma, ¿no? Regularmente las distracciones y esas cosas, los profesores las formulan en francés. ¿Por qué? En fin. Hay otros casos, por ejemplo, se compara regularmente la lengua materna con la lengua extranjera, les decía, para anclar el conocimiento. Hay una función comunicativa, cuando se comprueba la eficacia de la comunicación. Se hacen bromas y anécdotas en la lengua materna también, porque obviamente los chistes no suenan igual en francés que en español. Y hay un otro, resolución de problemas técnicos. La verdad es que nuestra universidad nuestra facultad está bien equipada de muchas cosas que sirven a la mitad. Entonces todas esas frustraciones que tenemos, alumnos y profesores, así como que ya no sirve otra vez la máquina, o no carga el SD, o por qué tarda tanto el internet, todo eso obviamente se hace en español. También el otro caso es la emoción, por ejemplo, lo que es fático y las emociones. Por ejemplo, en un concurso, la maestra dice alors les grandes perdeuses sont vous. Et les élèves disent mais pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté, il vous a manqué celle-ci. Pero, y la maestra, ¿pero qué? A ver, dime, ¿pero qué? Y la otra, olvídelo. Que es con una
definición de la emotividad. Hay también la interferencia, obviamente, de la lengua materna. Por exemple, aussi, il y a des enfants qui sont mères, c'est l'étudiant qui parle. Elle ne protège pas ses enfants, au contraire, elle leur maltraite. Et la professeure dit comment? Non, les maltraite leurs enfants. Un autre, con respect à les garçons, et le professeur dit par rapport aux garçons, par rapport aux. D'accord? Y hay otra, por ejemplo, del code switching de repente, bueno, no es code switching realmente, sino hay interferencia de lenguas que no son la materna. Aquí, por ejemplo, hay un estudiante que dice Pachita arrivé chez les vampires à 12h p.m. Et la prof dit p.m. D'accord? Bon. Alors, les conclusions son que realmente, les digo, lo que está haciendo Sam ahorita, bueno, a partir de su face y los profesores que de repente dan práctica docente, realmente sí se tendría que permitir y convencer a los administrativos que la alternancia códica no es realmente que los profesores no manejen la lengua, sino realmente tiene una utilidad en la enseñanza-aprendizaje para que haya una buena comprensión, para que haya motivación y para que haya gente que se interese en la lengua. Bueno, las conclusiones finalmente son estas. Hay esta proposición taxonómica que hacemos de lo que encontramos en nuestros corpus. Es cierto que son 6 horas, me parece, de transcripciones. Estamos conscientes de que no puede ser generalidad con tan poco, pero también es cierto que, ¿cómo se llama? Que son los casos de figura que hemos encontrado más frecuentemente. Es todo, muchas gracias por su atención. Bueno, procedamos a la siguiente ponencia, por favor. Que tiene como título Alternativas didácticas autodirigidas para el aprendizaje de una lengua francesa en la UAM Azcapotzalco. Aquí son 3 profesores investigadores de esta casa de estudios. Y como ya vamos un poquito retrasados con el tiempo, nada más voy a decir los nombres: María de Lourdes Aranda Franco, y el presidente de este evento, que es Roberto Ruiz Cámara. Y Teresa Mendoza. Entonces los dejo con los maestros. Yo creo que nuestro público es muy joven, sin embargo hay algunas personas que ya tienen canas como yo y recordarán aquellos viejos tiempos en que empezábamos no a aprender el idioma, sino a aprender a enseñar el idioma con franelogramas. ¿A poco no? A nosotros fuimos los de la época del franelógrafo, que llegábamos cargando con nuestro franelógrafo, que era como un pizarrón de franela, lo extendíamos aquí en la mesa, y luego a poner a los muñequitos en determinada posición, su signo de interrogación, y flechitas, palitos y bolitas, ¿no? Y digo, ¿cuánto ha evolucionado el aprendizaje de francés desde aquella época hasta hoy en día en que hablamos de las famosas TIC, ¿verdad? Bueno, esto nada más para hacerles un recordatorio breve. Aquí en la UAM, cuando yo vine, se trataba de enseñar el francés a base de objetivos determinados. Primero eran cursos solamente de comprensión de lectura, después ya con el paso del tiempo fueron de 4 habilidades, posteriormente fueron ya con materiales más activos y más bonitos como el video. Y hoy en día llegamos pues a las famosas tecnologías, ¿no?, de la ciencia y la investigación. Entonces, esta ponencia tiene como objetivo dar a conocer los recursos implementados en la UAM para el aprendizaje de la lengua francesa, que comprende manuales interactivos, guías, diferentes materiales de trabajo, etc. Como función sustantiva de la universidad, se integra el diseño y uso de los materiales como línea de investigación con la finalidad de identificar los alcances de dichos recursos para el aprendizaje del francés. Para el soporte teórico de nuestra investigación, partimos de autores que hablaban y apoyaban el aprendizaje autodirigido y el aprendizaje significativo. Para ello consultamos las obras de Cantijoch, Auswell y César Coll, ya que identifican al estudiante como constructor de su aprendizaje y los materiales, pues, como los apoyos para lograr esto. En la metodología tomamos 2 aspectos.
Para la metodología trabajamos la parte cuantitativa descriptiva, donde de alguna manera inductiva se pretende valorar los alcances y apreciaciones de los estudiantes y el aprendizaje de la lengua francesa, y también la valoración cualitativa para hacer evidentes sus avances en la apropiación de la lengua desde el punto de vista curricular. Pasamos después a cómo realizamos este trabajo. Hicimos una aplicación de 60 encuestas a alumnos de las 3 divisiones de nuestra unidad, que son CCH, CIAD y CBI. Las edades variaban de 18 a 26 años y los niveles de francés eran el 1, 2 y 3. Entonces estos ejercicios se empezaron a aplicar, pero nada más como recursos extra clase al principio, para retroalimentar los conocimientos que se adquirían en el curso formal. Después, en nuestra fase 1, se aplicó un cuestionario para detectar necesidades de los estudiantes, conocimientos previos, se investigó también los antecedentes de los estudios de la lengua, materiales que quisieran sugerir los alumnos, apreciaciones sobre sus conocimientos, etc. Y se elaboraron materiales didácticos en función de esto, pero se adaptaron también todos los que de años atrás habíamos venido coleccionando. Y los aplicamos todo este trabajo se hizo durante el 2011, junto con un análisis de resultados. Después, en la fase 2, se retomaron los resultados de la fase 1, se realizaron materiales interactivos que se aplicaron a través del aula virtual. Se hizo capacitación de profesores sobre diseño y uso de materiales interactivos durante el 2012. Y diseño de materiales para francés 1, francés 2, interactivos. Se pretenden incluir también materiales lúdicos que faciliten el aprendizaje, como memorias, loterías, sopa de letras, etc. Actualmente hemos realizado el piloteo de ejercicios que abarcan las habilidades lingüísticas y hemos hecho las adaptaciones necesarias. Todo esto fue el trabajo que hicimos en el 2013. Ahora, hay que saber que la UAM cuenta con un centro de recursos en donde el estudiante puede apoyarse en una serie de materiales didácticos para el aprendizaje autónomo y semiautónomo. Y aquí los materiales están hechos con diversas estrategias de aprendizaje independiente. Para su elaboración se tomaron en cuenta las condiciones de la situación de utilización, los medios de que dispone el estudiante, las elecciones metodológicas preestablecidas en función con las tareas que se pretendían realizar con estos materiales. El material es adaptable y no se apoya en la hipótesis de un ritmo de adquisición homogéneo para todos los alumnos, sino se integra de una manera con amplia gama de ejercicios, juegos, etc. Estos materiales son presentados en secuencias lógicas flexibles y con grado de complejidad gradual y pretenden a su vez enriquecer el aprendizaje de la lengua francesa de manera lúdica y recreativa a través de diversos ejercicios que les ayuden a desarrollar sus habilidades. En dichos materiales se recuperan los aspectos interculturales para familiarizarse con la lengua francesa. Los materiales están elaborados con una estructura lógica que va de lo simple a lo compuesto y en espiral ascendente, que retoma los conocimientos previos para que el alumno se interese por su propio aprendizaje y de una manera placentera y a la vez autorreguladora. El maestro funge como mediador entre los materiales de aprendizaje y las necesidades de los estudiantes, propicia mecanismos de retroalimentación y facilita que el estudiante construya nuevos aprendizajes. A la fecha tenemos 3 materiales didácticos, tenemos varios materiales didácticos para los 3 primeros niveles de francés de los 9 que conforman el plan de estudios de la lengua francesa. En cada uno de ellos se trabajan las 4 habilidades de comunicación y los aspectos interculturales. El acervo didáctico se compone de manuales interactivos, manuales de apoyo para los cursos entonces de francés 1, 2 y 3, ejercicios gramaticales autocorrectivos, juegos didácticos,
ejercicios de discriminación auditiva, lecturas, etc. ¿Cómo va mi tiempo? Aquí tenemos algunas opiniones de los alumnos, porque les dimos una opinión acerca del trabajo que estábamos haciendo. Entonces ellos nos dijeron, por ejemplo, respecto a la apreciación de los materiales, me pareció interesante interactuar con estos nuevos materiales, ya que me ayudan a aprender francés poco a poco. Otros dijeron, ahora sí puedo decir que sé un poco más de francés. Otros más dijeron, estos nuevos materiales me han permitido aprender más el francés porque puedo entenderlo poco a poco en conversaciones y en lecturas. Bueno, respecto a la presentación, por ejemplo, los alumnos mencionaron que el diseño de los materiales era agradable, con gran variedad de imágenes y colores. Y dicen, me gustaron los dibujos y cómo se iban presentando los temas. Para mí fue muy interesante poder aprender de una manera visual y más atractiva. Las imágenes me permitieron que se me hiciera más fácil aprender el francés, etc. O sea que bueno, van todas las opiniones de nuestros muchachos. Entonces, por último vamos a llegar a las conclusiones. Yo hubiéramos querido traer ejemplos y ejercicios ya de los materiales organizados, pero dado el breve espacio que nos dieron para hablar, resulta que se los presentaremos tal vez en el próximo coloquio. Entonces, llegamos hacia las conclusiones. El material didáctico debe responder a las necesidades específicas de los estudiantes, pero también a los procesos individuales de aprendizaje. El material didáctico elaborado a partir de este proyecto de investigación contempla facilitar la adquisición de la lengua francesa y a su vez la formación del estudio en aprendizaje autodirigido. La implementación de estos materiales en el centro de recursos no es de ninguna manera permanente ni definitiva. Los materiales se van modificando trimestre con trimestre de acuerdo a los resultados y a las opiniones vertidas por los estudiantes. Pues bueno, esto es todo, les agradecemos su atención. Bueno, para continuar con estos trabajos, la siguiente ponencia va a ser mediante una videoconferencia, ya que la ponente es colombiana y no consiguió tener los recursos para hacer su exposición. Y se llama Perspectivas para mejorar las competencias escritas en los estudiantes de francés, ¿no? Bonjour et bienvenue à ma présentation. Je m'appelle Edna Sanchez, je suis professeure de l'Université de La Salle et aujourd'hui je vais vous parler sur mon expérience de recherche en Colombie sur la grammaire. Ma présentation s'appelle donc Un club de grammaire pour changer l'image dans le Gabon. Pour commencer, je vais vous parler donc sur un peu ma présentation personnelle. En deuxième lieu, je vais vous parler sur le contexte de la recherche. En troisième lieu, je vais vous présenter la justification des objectifs de la recherche. Tout de suite, je ferai le cadre théorique. Je vous parlerai aussi de l'expérience du club de grammaire. Je vous parlerai un peu sur les conclusions préliminaires qu'on a fait sur la recherche qu'on mène en ce moment. Et finalement, je laisserai la place pour les questions du public. Donc, je vous disais, je m'appelle Edna Sanchez, je suis professeure de français langue étrangère de l'Université de La Salle à Bogota, Colombie. Je suis diplômée de l'Université nationale, j'ai un master 2 de l'Université de Toulouse en France et actuellement je mène un autre master, en FLE aussi, à l'Université de Grenoble. Le contexte de la recherche est donc la licence en langue espagnole, anglais et français de l'Université de La Salle à Bogota. C'est une licence qui a lieu en 5 ans, ça veut dire 10 semestres, et chaque semestre se fait en 16 semaines de travail. Pendant les 5 premiers semestres, l'apprentissage des langues étrangères et de la langue espagnole chez les étudiants se fait de façon générale. Quand les étudiants sont en 6e semestre, ils préparent leur examen B1 pour pouvoir
pouvoir commencer leur 7e semestre. Ce semestre et jusqu'à la fin de leur parcours professionnel, c'est un parcours de profondisation. Ça veut dire que les étudiants vont étudier d'une façon plus profonde la langue qu'ils ont choisie parmi trois, ou l'anglais, ou le français, ou l'espagnol. Normalement, les étudiants de cette licence peuvent étudier ou l'après-midi ou le soir. Ça veut dire que les étudiants de l'après-midi commencent le cours du lundi au vendredi entre 14h et 18h. Et les étudiants du soir travaillent entre 18h et 22h du lundi au vendredi et le samedi de 9h à 1h. En général, le cours de FLE se font en suivant la méthode ECO, qui est la méthode qu'on travaille actuellement à l'université. On travaille le livre A1, A2 et B1. Tout de suite, ce qui concerne un peu le travail sur la grammaire, c'est un travail qu'on fait surtout sur ce qui propose le livre. En général, ce sont des exercices à trous qui ne développent pas forcément la rédaction. Et dans les cours de FLE qui ont une moyenne de 5 heures par semaine, on doit travailler toutes les compétences. Ça veut dire les 2 compétences orales et les 2 compétences écrites. Donc, ça fait 1 an et demi que je travaille à l'université de La Salle et j'ai vu quelques problématiques très particulières chez les étudiants concernant leur niveau de langue. Déjà, je voyais qu'en cours de FLE, on faisait beaucoup d'exercices à trous, mais pas de travail vraiment sur la grammaire et la production écrite. On s'est limité à faire des exercices à trous. Comme je vous disais, en 5 heures ou 4 heures d'études, il faut qu'on travaille toutes les compétences. Donc, on n'a pas assez de temps en cours de FLE pour mieux travailler la grammaire. Quand on fait l'évaluation, les étudiants, on évalue toutes les compétences et je me suis rendu compte que les étudiants, quand ils étaient en train de résoudre des exercices à trous pour la grammaire, ils avaient des bonnes notes, mais au moment de faire une rédaction, c'était incompréhensible et là, ils avaient des mauvaises notes. Donc, j'ai vu aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de stratégies d'apprentissage. Pourquoi? Parce je vois souvent des étudiants de 5e semestre, 6e semestre qui, en espace de tutorat, vous posent des questions, ou me posent des questions qui concernent plutôt des semestres précédents, le premier et le troisième, et qui laissent jusqu'en dernière minute pour poser la question et essayer de résoudre. Donc, on se rend compte qu'il y a un cumul de questions que les étudiants n'ont pas eu suffisamment de stratégies pour pouvoir résoudre à des questions préalables. En plus, je suis désolée pour la présentation, vous ne le voyez pas là, mais dans cette licence, il n'y a pas un cours spécialement dédié à la grammaire. Il y a un cours pour la phonétique, mais il n'y a pas un cours pour la grammaire, ce qui permet aussi que le travail en grammaire soit assez superficiel. D'ailleurs, on voit, puisque les étudiants travaillent avec 3 langues dans la licence, il y a pas mal d'interférences avec l'anglais et l'espagnol, ce qui empêche beaucoup plus la production écrite, l'amélioration du niveau des étudiants en français. Et pour finir, nous, à l'université, on propose aux étudiants 2 heures de tutorat avec chaque professeur de plata, comme on appelle ici, mais les étudiants ne viennent pas. Donc c'est plutôt 2 heures de travail du professeur qui sont assez négligées de la part des étudiants. Et donc on voit aussi qu'il n'y a pas... ça c'est tout à fait relié au fait qu'il n'y a pas de stratégie d'apprentissage chez les étudiants. Donc, en voyant tout ça avec les étudiants, on s'est posé la suivante question. Comment faire pour améliorer la compétence écrite des étudiants tout en travaillant la production écrite et d'autres éléments concernant la motivation personnelle? Pourquoi la motivation personnelle? Parce que là, je ne vous ai pas dit, mais avec les problématiques qu'il y a dans le cours du travail sur la grammaire, il n'y a pas assez de temps pour travailler la grammaire en cours de FLE. On ne fait que des exercices à tout, il n'y a pas de rédaction, il n'y a pas de stratégie apprentissage.
voit que finalement la grammaire est devenue, et pas seulement en français, une sorte de loup-garou. Il y a une sorte de répulsion chez les étudiants. Donc moi je pense qu'il faut travailler des éléments concernant aussi la motivation personnelle pour faire en sorte que la grammaire change la vision qu'elle a chez les étudiants. Donc, pour pouvoir résoudre cette question, on a pensé que ce serait bien d'établir un club de grammaire à l'université, un club de grammaire bien sûr en français, pour tous les étudiants de la licence. Cela avec le but de changer l'image de la grammaire chez les étudiants et améliorer leurs compétences écrites en français. Donc pour cela, très rapidement, on s'est approché un peu sur le travail qui propose la recherche-action, donc travailler sur un contexte spécifique à petite échelle, faire un travail collaboratif, parce qu'il y a dans le cours de grammaire, on essaye de mettre les étudiants à travailler avec eux-mêmes, faire travailler tous les membres du contexte pour pouvoir donner pour pouvoir faire des observations, de réflexion et mener à des actions, faire un système dynamique et cyclique, on va le voir parce que le club de grammaire a commencé il y a presque 1 an maintenant et il est en train de se développer et d'améliorer au fur et à mesure. Et disons qu'on va essayer de faire avec ce type de recherche un instrument de réflexion, de changement et d'amélioration. Ensuite, si je me suis approchée de ce qu'on propose comme tutorat collectif, donc un tutorat surtout universitaire, c'est pas un tutorat scolaire, un tutorat qui essaye de répondre aux besoins particuliers des étudiants et de la faculté, parce que nous, comme institution, nous avons aussi quelques besoins dus à la société dans laquelle on se trouve, et donc nous voulons aussi faire en sorte que nos étudiants puissent répondre comme diplômés à ce que la société nous demande. Pour nous, le tutorat est devenu quelque sorte de source d'appui économique parce qu'on n'a pas besoin de chercher d'autres formations, mais c'est le tutorat qui nous permet de résoudre des questions très pertinentes pour notre contexte sans besoin d'aller chercher un expert ou quelques personnes ailleurs qui puissent nous répondre. Donc la fonction de ce tutorat est une fonction d'orientation, de suivi et d'accompagnement. Dans ces cas-là, est global et pas individuel. Même si le tutorat normalement est conçu de façon personnalisée, dans le cas du club de grammaire, on fait un tutorat groupal. Donc, qu'est-ce qui permet de mener le tutorat finalement? Il nous permet d'avoir chez les étudiants qu'ils aient plus de confiance, qu'ils travaillent un peu sur leur formation autonome, travail important aussi sur la motivation, sur les stratégies d'apprentissage et tout ça en tenant compte des rythmes individuels. Finalement, pour finir avec notre cadre théorique, je vais vous parler un peu sur la didactique de la grammaire, une petite approche sur mon professeur de grammaire de l'Université de Grenoble. C'est clair, actuellement, on voit que le contenu d'enseignement de la grammaire a un rythme très différent de celui, le rythme qui impose les institutions, donc il faut arriver à faire en sorte qu'ils s'entendent bien les deux. Le savoir grammatical doit être aussi lié aux pratiques d'enseignement. Ce n'est pas parce que c'est un seul sujet de grammaire que tout le monde doit l'enseigner de la même façon. Ce sont des nouvelles générations d'étudiants qu'on doit essayer de s'approcher d'une meilleure façon. Et donc, on doit essayer de relier et le savoir grammatical et les pratiques d'enseignement aux réalités dans lesquelles on travaille actuellement. Donc, on voit aussi qu'il y a une difficulté dans la combinaison des connaissances de la tradition grammaticale et l'étude de la langue en situation, selon la grammaire actionnelle. C'est très difficile, surtout pour nous, public non francophone,
savoir et mieux les maîtriser pour mieux maîtriser les contenus de grammaire ou les savoirs grammaticaux. Et finalement, on propose plutôt, Sandra Cannella, elle propose plutôt de parvenir à un compromis honorable, voire à des relations constructives entre la tradition théorique et l'interprétation des textes pour mieux enseigner les grammaires. Donc, les clubs de grammaire, on a proposé ceci à la faculté d'éducation de l'Université de La Salle. Les directifs nous ont donné un avis favorable. Donc on a profité de l'espace de tutorat qu'on avait 2 heures par semaine pour faire une fois par semaine, tous les mardis de 18h à 20h, quelque chose qui allait s'appeler le club de grammaire. Donc voici un peu la publicité qu'on a fait. On a présenté aux étudiants. Cette publicité s'est présentée pendant les premières semaines du semestre, une sorte de convocation. Donc, cet espace a été conçu comme un espace libre pour tous les étudiants. Je suis désolée pour la présentation, il y a des problèmes là sur les grands écrans. Donc, le club a été conçu comme un espace libre pour tous les étudiants. Normalement, il n'y a pas de notes puisqu'il est libre. On a fait une publicité entre janvier et février pour que les étudiants aient connaissance de ce qu'on allait faire. Et on a commencé cette année le club de grammaire le 12 février et on l'a fini, la première partie, le 18 mai. En général, dans le semestre, on a travaillé 14 sur les 16 semaines de travail qu'on a. Sur tout le semestre, on y a essayé de travailler toutes les notions de grammaire pour tout le niveau de la licence, tout le niveau en français, et on essayait de tenir en compte la progression aussi en fonction du niveau. Ça veut dire qu'on voulait commencer par le plus petit pour arriver au niveau le plus avancé. En général, on a vu que le 98% des étudiants qui sont venus à notre club de grammaire, ce sont des étudiants dès l'après-midi, et seulement 2% des étudiants qui étudient le soir sont venus. La plupart des étudiants qui sont venus, ce sont des étudiants des 6e semestre, et ceci dû au fait qu'ils sont en train de préparer leur examen B1 pour pouvoir accéder au cours des profondisations. Puis des étudiants des 2e semestre, là vraiment on n'a pas vraiment d'explication, mais on voit aussi des étudiants de 7e semestre, ce sont des étudiants qui commencent leur stage pédagogique, donc qui ont besoin de renforcer des connaissances en grammaire pour pouvoir mieux enseigner. En général, on a eu une moyenne de 22 étudiants dans le club de grammaire. La séance où l'on a eu le plus d'étudiants, il y en a eu 34, et la séance où l'on a eu le moins d'étudiants, c'était une séance où l'on a eu 12. Normalement, l'assiduité était très réduite après les jours fériés et le bac, et il y a à peu près une dizaine d'étudiants qui étaient très assidus et qui ont assisté aux 77% des séances du club de grammaire. Normalement, puisque ça fait partie d'une recherche qu'on mène actuellement sur l'enseignement de la grammaire, ils ont signé un consentement écrit et ils connaissaient tout à fait comment allait se dérouler la recherche. Donc, pour commencer le premier jour, on a posé la suivante question aux étudiants. ¿Cuáles son tus expectativas con respecto al club de gramática? À cette question, on voit, il y a eu plusieurs types de réponses, et donc on les a classifiés en groupes. Il y a un groupe, celui qui a été le plus, qui a eu le plus de réponses, si vous voulez. Ce sont des étudiants qui voulaient mieux comprendre la grammaire. Ensuite, il y avait des étudiants qui voulaient améliorer la production écrite. Ça, c'est la plupart des étudiants qui ont répondu, mais on voit aussi d'autres thématiques comme telles que mieux communiquer avec les autres, travailler les problématiques acquises lors des semestres
Donc des étudiants qui venaient avec l'objectif de mieux apprendre pour mieux se former en tant que maître, professeur de français à l'étranger. D'autres étudiants, et là on confirme nos hypothèses, des étudiants qui voulaient résoudre des questions concernant d'autres semestres, des semestres précédents. Et puis d'autres étudiants qui ne voulaient plus rater les cours de français, donc ils venaient au cours de grammaire, d'autres qui voulaient réussir l'examen B1, et d'autres qui voulaient comprendre que la grammaire, c'est pas si difficile à apprendre. Donc, comment ça s'est passé une séance? La première chose qu'on essayait de faire, c'était d'arriver et commencer avec une petite conversation pour briser un peu la glace. Donc, on parlait un peu de tout, si ça allait bien dans les autres cours, on racontait un peu des expériences de la vie quotidienne, en sorte que les étudiants prenaient un peu plus de confiance avec le professeur qui donnait le cours. Après, on annonçait le sujet. Donc, il y avait un programme. Ils savaient que s'ils venaient à la séance du 12 mai, par exemple, ce jour-là, on allait travailler les articles partitifs. Donc, ces jours-là, ils venaient et on leur demandait sur les questions qu'ils avaient. Donc, par exemple, des étudiants qui disaient, voilà, je ne comprends pas ce qui est un article partitif. Ou je ne comprends pas la différence entre un article partitif et un article indéfini. Donc, toutes ces questions-là, ou ces phrases en conformité avec le sujet, si vous voulez, on les notait sur le tableau. Mais on ne répondait pas tout de suite aux réponses. Donc, par exemple, il y a des questions telles « Je ne sais pas la différence entre un adjectif et un adverbe » ou « Je ne comprends pas les articles partitifs » ou « Pourquoi on m'a corrigé la phrase « Les sociétés coloniaux ». Donc, on notait ça sur les tableaux. Après la liste des difficultés, on commençait l'explication. Et pour cela, on ne répondait pas aux questions qui étaient notées sur le tableau. Ce qu'on faisait, c'était d'utiliser des couleurs, des marqueurs de toutes les couleurs et des figures pour mieux expliquer les règles grammaticales. On faisait tout le temps une réflexion didactique, organisée par exemple pour expliquer le COD, le CEI. Quelles sont les questions qui peuvent les étudiants poser éventuellement à un professeur et comment essayer pour résoudre ces questions. Donc, comme je vous disais, on fait tout le temps des réflexions linguistiques et didactiques, mais le professeur qui était chargé du cours de grammaire devait être assez clair et assez intuitif avec les étudiants pour qu'ils puissent comprendre quelle est la mécanique pour mieux expliquer la grammaire. Ça, on le faisait parce qu'on a la consigne qui dit que celui qui apprend bien, c'est quelqu'un qui peut bien enseigner. Donc, pour mieux enseigner, on utilisait et le français et l'espagnol. On s'est rendu compte que de temps en temps, quand on fait des explications en espagnol, mais sans faire des traductions ou des comparaisons avec la langue espagnole, on arrive à mieux faire que les étudiants comprennent et produisent des meilleurs textes. Quand on faisait les explications, on commençait à faire des exercices structuraux pour arriver à faire de petites phrases un peu libres. Et c'est là, quand on arrivait aux phrases libres, qu'on essayait, les étudiants, de répondre aux questions qui étaient marquées sur le tableau au début de la séance. Là, à ce moment, on finissait les explications et on concluait la séance. Mais comment faisait-on pour conclure les séances? On essayait de demander aux étudiants de reprendre les notions grammaticales, mais pas en résumant, mais en paraphrasant ce qu'ils avaient appris. Donc, à l'exemple de ce que les étudiants ne pouvaient pas dire comme conclusion de leur séance du cours de grammaire. Nous avons compris quel est le sujet d'une phrase. Ça ne servait pas parce qu'ils devaient dire vraiment ce qui était un sujet de phrase. Donc, ce que je leur permettais ou je leur demandais plutôt de faire, c'était de dire des choses comme le sujet d'une phrase et c'est lui qui conjugue le verbe principal.
et pas nous avons compris quel est le sujet d'une phrase. Un autre exemple de ce que n'était pas permis ou pas très bien accepté, c'est que nous avons appris les adjectifs au féminin. Ce qu'on leur demandait plutôt de dire, c'est les adjectifs finis en E forment leur féminin avec la terminaison euse et donner des exemples très concrets qui puissent résumer ce que les étudiants avaient appris comme notion grammaticale dans le club grammaire. Avec ce type d'exercice, on pouvait dire à chaque séance que ce n'était pas bien compliqué, que l'idée qu'on avait de la grammaire quand on était étudiant, quand on le voyait dans le cours de français, ce n'est pas un loup-garou, mais c'est quelque chose auquel il faut réfléchir et à laquelle il faut s'approcher d'une façon facile pour la comprendre aussi, de façon facile. Donc, qu'est-ce qu'on voit un peu sur l'expérience du club de grammaire? La première chose, c'est que 2 heures hebdomadaires pour faire un club grammaire, pour apprendre toutes les notions de grammaire, ne sont pas suffisantes pour des étudiants d'une licence. Que le travail doit être toujours centré sur les explications et les réflexions linguistiques et didactiques autour des notions de grammaire. On ne peut pas se passer ou se contenter d'expliquer un sujet de grammaire et penser que les étudiants ont appris. Non plus d'expliquer, voir si les étudiants ont compris et ne pas faire de réflexion linguistique et de type didactique parce que là, on est en train de former des professeurs de français. Aussi, on s'est rendu compte qu'on a fait un programme trop long et trop ambitieux. Quand on a fini le premier semestre, on est arrivé qu'à la moitié du programme qu'on avait conçu. Et on voit aussi que ce type de propositions pour la faculté, ça nous donne des étudiants très motivés et très ponctuels. Des étudiants qui attendaient même 2 heures ou 3 heures entre la fin de leur cours et le début du cours de grammaire pour venir. Ça nous amène à penser, moi personnellement, je pense, pourquoi un étudiant peut être si intéressé ou si motivé par un sujet si difficile. Finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que nous, en tant que professeurs, c'est nous qui devons motiver chez les étudiants l'apprentissage et l'amour envers des sujets tels la grammaire qui sont souvent difficiles pour eux, pour que les étudiants puissent améliorer à ce niveau-là. Donc, à la fin, on leur a posé quels étaient les points positifs de cette expérience. En général, les étudiants ont vu comme point positif qu'il y avait des explications assez claires, qu'ils les comprenaient, aussi que l'assiduité était libre, que l'horaire était adapté à leurs besoins, que l'ambiance était assez conviviale, tranquille pour eux, et que ça donnait des aides pour répondre aux doutes qu'ils avaient préalablement. J'ai mis quelques voix des étudiants qui donnaient des points positifs sur le club grammaire et que je vais vous lire. Realmente aprendí mucho y entendí muchos temas que en el pasado habían sido difíciles. Muchas gracias por el tiempo dedicado a esta clase. Lo que más me gustó de las clases de gramática fue la manera en que la profesora explicaba los temas, aunque algunos de estos eran difíciles, ella trataba de hacerlos ver fácil. A este club pienso seguir asistiendo ya que ha contribuido a mi aprendizaje. Donc, en général, des 31 réponses qu'on a eues sur les points positifs et négatifs, la plupart étaient assez positives parce que les étudiants ont vu qu'on s'était intéressé à résoudre des problèmes qu'ils avaient et pas qu'on s'est contenté de donner des cours de français et puis on les laissait partir. Du côté négatif, parce qu'il y en avait des étudiants qui disaient qu'un seul jour à la semaine, ce n'est pas suffisant pour essayer de travailler un peu sur toutes les notions de grammaire, qu'il y a eu des sujets qui ont manqué, qui nous restaient à travailler, donc ils étaient assez frustrés de ce côté-là, et que bon, on répète en général la même chose, c'est le fait qu'un seul jour par
semaine, ce n'est pas suffisant. Donc les conditions préliminaires, et avec ça je finis donc ma présentation, c'est que cette toute première expérience avec un club de grammaire a été assez enrichissante pour nous, pour l'université. C'est un club libre qui a permis de voir l'engagement des étudiants. Des étudiants qui venaient à 34, à 35, 12 pour un club de grammaire, même s'il pleuvait, même si c'était après un férié. Ça permet de voir à quel point un étudiant est engagé sur son niveau de français. On voit que le programme était très mal conçu parce qu'il était très chargé et très ambitieux. Que dans le cours ou dans le club de grammaire, il y a besoin de faire plus d'exercices structuraux avant de faire des phrases libres, parce que si les étudiants ne mécanisent pas bien les notions de grammaire, c'est difficile qu'ils arrivent à faire des productions libres. Un autre point très positif, c'est qu'on a travaillé quelques exercices structuraux sur le PowerPoint, et ça permettait que les étudiants puissent travailler sur un seul point, que tout le monde était concentré et que ça nous permettait d'avoir une meilleure ambiance dans le club grammaire. En général, on a eu beaucoup assez de réactions positives chez les étudiants, et on a eu quand même un tout petit impact, même un seul semestre pour le premier semestre du club de grammaire chez les étudiants. Du total des étudiants, le total des étudiants qui ont participé au club, comme je vous le dis, c'était de 64. 29 de ces étudiants ont été assidus aux 70-77% des séances du club. De ces 29 étudiants, 13 ont présenté leur examen B1. Et de ces 13 étudiants, 11 ont réussi leur examen avec une moyenne de 75,3%. C'est un examen, je ne vous ai pas expliqué, mais c'est un examen conçu par l'université, mais sur la base des examens d'ELF et DALF du CIEP français. Donc, même si le club de grammaire n'est pas la réponse pour améliorer le niveau de langue des étudiants, et ce n'est pas les moyens pour faire qu'ils réussissent leur examen, on a vu quand même quelques points positifs et un peu d'impact sur le résultat des examens. Donc, avec ça, je vais finir ma présentation. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je serai donc connectée sur Skype pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Si jamais vous voulez m'écrire et avoir plus d'informations concernant ce que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui est présenté sur la diapositive. Je serai très contente de vous répondre. Merci beaucoup et au revoir.